Yo yo yo, bonjour. Aujourd'hui donc le 26 avril 2020, je suis vraiment très content, très heureux, parce que j'ai appris une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. euh, et cette nouvelle, il s'agit de ceci, de cet homme. Alors, donc, cet homme, c'est le docteur médecin-chercheur Jérôme Mouniangui, qui est d'origine congolaise, du Congo-Kinshasa, qui donc a annoncé au travers d'une interview d'un journaliste Marius Mwanga, qui est d'origine congolaise aussi, je pense, depuis Washington. Il a annoncé donc son retour au Congo. Décision qu'a donc l'initiative, que je veux dire, l'initiative donc qu'a pris le chef d'État du Congo, Kinshasa, du pays dont il est originaire, de prendre contact avec lui et lui demander de rentrer au pays en vue d'apporter sa contribution à la lutte contre la pandémie, contre donc le Covid-19. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire de ce médecin-là. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, il a une page Facebook d'ailleurs, vous tapez docteur Jérôme Mouniangui. C'est d'ailleurs le médecin plus connu sur l'homme de la plante Artemisia, qui donc soigne et prévient le paludisme. Donc c'est quelqu'un qui a fait des études, là-dessus, qui a fait des publications là-dessus. Il a été donc forcé à l'exil en France après plusieurs tentatives d'élimination physique contre sa personne. Et voilà que là, le nouveau chef d'État du Congo l'invite à retourner au pays pour qu'il puisse apporter sa contribution. Alors, c'est pour ça que je suis très content et j'explose de joie. Parce que sa place n'est pas à l'exil. Sa place n'est pas à l'immigration. C'est peut-être pour nous, pour d'autres personnes, mais pas lui. Parce que c'est une tête pensante, non seulement dans la théorie de ce qu'il a appris, mais dans la pratique, dans ce qu'il entreprend pour combattre le paludisme en trouvant une réponse qui ne coûterait absolument rien à la population. Et il mène aussi cette grande et dangereuse bataille de lutte contre le marché du faux médicament en Afrique, que tout le monde connaît, et au Congo, notamment dans son pays d'origine. Tout cela a fait qu'il a fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat et que finalement il a trouvé donc l'exil en France. Et hier, le 25 avril 2020, il annonçait qu'il allait rentrer au pays, certainement aujourd'hui le 26. Donc c'est un très grand plaisir et je suis extrêmement content. C'est une grande joie pour moi, et j'espère aussi que c'est une grande joie pour l'ensemble des Africains, de ceux qui justement veulent que l'Afrique, par les actions, puisse aller vers l'émergence dont on en a tant parlé, et qui justement est confisquée par le monde occidental, qui à juste titre défend ses intérêts, puisque
les Occidentaux, notamment la France, ils trouvent des intérêts en Afrique et donc elle y défend, elle se bat par tous les moyens pour pouvoir sauvegarder ses intérêts et continuer à prospérer en Afrique. Maintenant, c'est aux Africains de dire non, puisque le continent les appartient, les ressources les appartiennent, c'est à eux de trouver les voies et les moyens pour développer leur pays, notamment pour industrialiser le pays, parce qu'on n'en sortira que par cette solution-là. C'est industrialiser les pays. On ne peut pas continuer avec cette idée que l'Europe, l'Occident, est un monde industrialisé et que l'Afrique est un monde dit de ressources minières, qui dispose des ressources, mais pas d'industrie. Donc, si vous avez de l'arachide ou du riz, vous avez du riz brut, vous n'avez pas le mortier et le pilon pour le piler, vous n'allez pas pouvoir faire la cuisine avec du riz, avec la coquille, etc. Il faut bien le piler pour le concasser, enlever la coquille et prendre la graine pour pouvoir faire la cuisine. C'est exactement pareil. Bien. Alors, donc, à mon avis, je dis que c'est un grand jour. C'est un grand jour puisque le Covid-19 a révélé d'ailleurs, jusqu'au maintenant, jusqu'à aujourd'hui, 3 personnalités clés. Donc je fais le lien entre le docteur Jérôme Mouniangui, médecin-chercheur, et le président de la République de Madagascar, que je salue au passage, que Madagascar aussi, c'est mon pays aussi. C'est ma troisième patrie, d'adoption ou autre, comme vous voulez. Et je salue également, donc je fais les liens également avec le chef de l'État du Congo, Kinshasa. Le chef de l'État du Congo, Kinshasa, a pris cette décision pour que l'enfant du pays qui a quelque chose à apporter au pays puisse en toute liberté revenir au pays pour apporter sa contribution. C'est ça le credo et le créneau du développement. Le président malgache a eu l'audace d'aller au-delà des institutions connues, telles que l'OMS, en exprimant son indépendance et sa souveraineté dans la prise de décision, et de dire que il va falloir trouver tout de suite une solution pour les populations de son pays face au Covid-19. Voilà pourquoi est-ce que je fais ce lien entre les 3 personnes. Je m'en vais vous le montrer. Voilà, j'ai pas les vrais moyens pour faire... En face de moi. Docteur, mais votre nom n'apparaît. Du coup, il y a 2 jours, votre nom circule sur tous les réseaux sociaux. Je reprends là. Docteur, merci de nous avoir raconté voilà. Votre parcours. C'est ce que je voudrais vous faire écouter. C'est un parcours d'un vrai combattant, un parcours des grands hommes dans ce monde que vous êtes. Je suis très fier de vous et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite du combat qui reste encore à faire. Enfin, alors, si je vous ai invité aujourd'hui, docteur, vous l'avez peut-être suivi dans cette émission, le président malgache a eu cette conversation avec notre président, le président de la RDC, et là-dedans, il parle donc de ce médicament qui est pris à titre préventif contre le Covid-19. Alors, je ne sais même pas par où commencer ma question, mais je veux juste savoir, le président malgache vante ce produit, c'est un miracle malgache. J'ai lu un article de Jeune Afrique qui parle
d'une dame, je n'ai pas retenu son nom, qui est derrière le produit. Nulle part, que ce soit dans la communication du président de la République ou celle du président malgache, votre nom n'apparaît. Du coup, il y a 2 jours, votre nom circule sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes l'homme derrière cette invention de ce médicament Covid-O, qui est un médicament miracle selon le président malgache. Je veux juste que vous répondiez à cette question avant qu'on continue. Est-ce que c'est vous qui êtes à la base de la découverte de ce médicament pour prévenir le Covid-19 au Madagascar? Je suis à la base de la rédaction du protocole. C'est au Madagascar et partout sur le continent africain de ces produits. Ça veut dire que ce n'est pas vous, mais vous êtes à la base de la rédaction du protocole. Non, c'est l'auteur. En fait, on n'invente pas une plante médicinale. On découvre la propriété. Là, on n'invente pas une plante. C'est Dieu qui l'a créée. La nature est là. Donc, c'est là que je vais juste pas aller sur invention. Invention, ça, c'est une plante. Donc, les mots invention, on va d'abord mettre ça à côté. Je suis à la base, donc l'auteur de la proposition de protocole, surtout le gouvernement africain, de Covid Artemisia. Donc, c'est moi. Est-ce que vous avez été contacté, ou vous avez contacté le gouvernement ou la présidence de Madagascar pour ce? Oui, et la dame dont vous êtes en train de parler, je vous ai parlé tout à l'heure ici que pour faire mes essais cliniques, j'avais besoin au moins on devait réunir 100 000 euros. La dame dont vous parlez, donc qui s'appelle Lucille Cornet-Vernet, elle a créé une association, et l'association s'appelle Maison de l'Artemisia. On a appelé ça l'association Maison de l'Artemisia, et l'association Maison de l'Artemisia, maintenant c'est une fondation. Je suis le responsable des essais cliniques et recherches médicales et scientifiques. C'est moi qui coordonne toute la recherche mondiale sur l'Artemisia. Elle n'est pas médecin, elle est là pour la communication, pour s'attirer les lobbies. Vous savez, c'est stratégique. Et pour s'attirer des lobbies. C'est elle qui est derrière, c'est vous. C'est son poids, c'est moi. Donc, la rédaction de protocole, c'est moi. Elle assure la communication. Ouais. Vous ne savez pas à quel point je suis fier de vous. J'ai envie de vous embrasser si vous étiez juste en face de moi. Docteur, mais n'entrons pas trop dans les émotions. Voilà. Comment ça s'est passé pour en arriver là? Le président de Madagascar, aujourd'hui, c'est lui qui fait la publicité de ce produit. Ouais, comment en êtes-vous arrivé là? Vous parlez lingala? Oui. Bon, yo si vous avez président absolument. Aux yeux de l'on malgache, biso donc toi ba koba, toi la posa na monter ou quoi? Bino boyebi ko valoriser bande kona bino te. Eza pe système pardon, eza stratégique, na biso eza communication stratégique. Parce que depuis il y a même dans les systèmes, dans les gens qui sont atteints par l'immunodéficience qu'on peut appeler les VIH, qui prennent, à qui on a prescrit, ainsi de suite. Ça, c'est un autre côté. Donc, pour le virus en général, ça marche. Alors maintenant, on devait travailler. Qu'est-ce qu'on a regardé? Il y a déjà une publication, il fallait regarder le plante médicinale, comparer ça à une molécule. La molécule, ça s'appelle interféron. Interféron, ça veut dire interférer. Interférer avec quoi? Interférer avec une réplication de virus. Ça, c'est une molécule qui est commercialisée déjà dans plusieurs magasins. Alors, comme je vous ai dit, le principe de comparer un médicament qui existe avec celle que vous voulez, plutôt, c'est celui que vous voulez mettre en place, en fait. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait? C'était comparer interféron avec de l'artémisia en tisane. Regardez sur le deux effets. Et peuvent être équivalents. 4 millions d'euros de financement ici en France. Bon, alors, donc, excusez-moi, mais je n'aurais pas dû continuer, mais j'ai... Bon, donc là, je l'arrête. Voilà, donc c'est pour dire... c'est pour ça que j'avais fait ce lien entre les trois personnalités, parce que pour moi, c'est très important, parce que ces trois Africains, ces trois personnalités d'Afrique, à mon sens, vont rentrer dans l'écriture de l'histoire de la Nouvelle Afrique. Et
il rentre ainsi dans cette écriture de l'histoire de la Nouvelle-Afrique. Parce que d'ici, j'espère bien, des dizaines, voire au plus, des dizaines d'années, ils seront au cœur de l'histoire de l'Afrique, puisque le Covid-19, on en parlera dans l'histoire du monde. Cette période de février, janvier-février, jusqu'en avril de 2020, ou peut-être même au-delà, on en parlera du Covid-19. Et ces trois personnalités rentreront dans l'histoire mondiale du Covid-19, mais surtout dans l'histoire de l'Afrique. Pourquoi? Parce que le Covid-19 est arrivé en Chine. Les Chinois ont fait ce qu'ils pouvaient, ont lutté contre le Covid-19. Puis le Covid-19 s'est éparpillé à travers l'Asie. En Occident, en Europe, en France, il y a eu des tas de mensonges, des discours qui sont des discours mensongers de la part des dirigeants, de la part du gouvernement, des ministres, y compris des ministres de la santé, des responsables de la santé du pays. Et le Covid-19 a démontré, malgré tout, cette incapacité à des pays qui sont dits des pays riches, donc leur incapacité à faire face au Covid-19, au virus. Alors que bien, ces pays ont une richesse énorme, ont des réserves d'argent, ont une armée bien équipée, extrêmement bien équipée. Mais ils ont fait face à un petit ennemi, celui qu'on appelait le virus chinois, qui s'est éparpillé à travers le monde, l'ensemble du globe, et a révélé les impuissances des uns et des autres à gérer le problème. La Chine a fait sa part. La France, l'Italie notamment, a eu du mal à s'en sortir, alors que l'Italie faisait partie de cette Europe qu'on a tant glorifiée, la solidarité européenne, etc., dont les dirigeants africains ont pour référence, parce que d'ailleurs, à chaque fois qu'ils doivent prendre des décisions, il faudrait qu'ils regardent vers la communauté européenne. Oui, la communauté européenne n'a pas encore pris la décision. Qu'en pense? Que pense la communauté européenne, etc., etc. Les décisions en Afrique, des problèmes africains, quand il y a un problème à résoudre en Afrique, on se réfère à l'Union européenne. On vient à Paris ou à Bruxelles se réunir en conférence ou je ne sais quoi, pour ensuite prendre des décisions, pour régler des problèmes africains qui regardent l'Afrique. C'est pour ça que ce lien que je fais entre les trois personnalités est intéressant. Parce que, face au Covid-19, le rôle d'un chef d'État, ce n'est pas de se rendre à Bruxelles ni à Paris pour prendre une décision. Face à l'urgence, le rôle d'un président, c'est de prendre la bonne décision, c'est d'aller à la recherche d'une solution immédiate, une solution alternative, en attendant que la réflexion soit faite. Il ne peut pas
privilégier la réflexion à la prise éventuelle d'une décision, de solution. Je ne sais pas si je peux l'appeler ainsi. Et donc, c'est ce qu'a fait le président de la République de Madagascar, suivi par le président de la République du Congo, qui prend contact avec le docteur Jérôme Mouniangui et lui demande de revenir au pays pour donner sa contribution à la lutte contre la pandémie. Tout le monde sait que l'Afrique, dès le début de la pandémie, a été regardée, comme d'habitude, comme un continent vulnérable et qu'il faut à tout prix protéger, parce que si la pandémie arrive, il va faire des ravages, la population africaine serait complètement décimée. Incohérence, puisque dans certains discours, on nous parle de la surpopulation de l'Afrique, que la démographie incontrôlée en Afrique aurait des impacts négatifs au reste du monde, au reste de la démographie mondiale. Et qu'il va falloir trouver des solutions. D'autres ont osé même aller jusqu'à dire qu'il faudrait mettre une institution. Je cite là Sarkozy qui dit: moi j'ai proposé à ce qu'on mette en place une institution de contrôle de la population africaine. D'autres sont allés un peu plus loin avec des idées telles que trouver le moyen de stériliser les jeunes filles en Afrique. Donc voilà 3 personnes qui, face à ce virus qui n'est pas seulement africain, ont pris des bonnes décisions. 2 personnes ont pris des bonnes décisions, parce que la 3e personne, qui est en la personne du docteur Jérôme Mouniangui, qui est médecin et chercheur, ça fait depuis des années d'ailleurs qu'il se bat, ça fait des années qu'il mène des actions pour lutter contre le paludisme. Ce qui lui a amené à donc faire des études sur l'artémisia, qui est une plante qui pousse en Afrique en abondance, qui ne coûterait absolument rien, qui va se substituer au sérum, à la chloroquine, à la nivaquine, sans pratiquement des effets secondaires. Il n'y aurait pas besoin donc d'avoir une pharmacie, d'aller à l'hôpital pour se soigner du paludisme. Les gens pourraient le faire dans leur propre village et guérir du paludisme si au cas où ils ont été infectés. Et parallèlement, il menait aussi la guerre, en quelque sorte, entre guillemets, contre le marché des faux médicaments en Afrique, et notamment dans son pays. Donc, lui, il était déjà dedans. Il était déjà dans l'action. Cette reconnaissance à son action est portée aujourd'hui par le président donc de la République de Madagascar, son Excellence Andry Rajoelina, et le président de la République du Congo. Donc je disais au passage que l'Afrique, dès l'apparition du Covid-19 en Chine, les regards se sont tournés vers l'Afrique, parce que les Occidentaux, les Européens ne se préoccupaient pas, puisque eux, ils pensaient être à l'abri dans tous les cas. D'ailleurs,
les voix se sont élevées dans la sphère du pouvoir, en Europe, notamment en France, pour dire qu'il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de crainte, qu'ils sont prêts, qu'ils sont équipés, et que si jamais ça arrivait, ce serait peut-être une personne qui serait infectée, et puis le problème serait vite réglé. Mais que c'était plutôt l'Afrique. Et pourquoi on se demande, comme d'habitude, pourquoi est-ce que l'Afrique les intéresse autant? Puisque l'Afrique, dans leur dire, je sors un peu du sujet, mais dans leur dire, leur coûte extrêmement cher. Pourquoi est-ce que continuer à s'intéresser à un continent, à un peuple qui vous coûte très cher et qui n'est pas votre peuple, qui n'est pas votre citoyen? Bien, on comprendra tous que cela, justement, cache derrière des intérêts stratégiques, notamment les ressources minières, dont ils en ont besoin, ou dont tout le monde en a d'ailleurs besoin. Mais c'est que l'Afrique les possède, mais n'a pas des industries. C'est pour ça que d'ailleurs les Occidentaux se plaisent à dire qu'ils sont des pays industrialisés, et que l'Afrique n'est pas un continent industrialisé, mais c'est plutôt une entité des pays qui ont des ressources, mais dépourvus d'industrie. Éventuellement, on ne va pas leur permettre de s'industrialiser puisqu'ils vont pouvoir transformer leurs produits sur place. C'est le choix qu'a fait la Malaisie pour sortir de la pauvreté et se retrouver sur la scène internationale des pays développés, en voie de développement, des pays riches. La Malaisie l'a fait, la Corée du Sud l'a fait, Taïwan l'a fait. Pourtant, ils n'ont pas les mêmes ressources qu'en possèdent beaucoup de pays d'Afrique. Je rappelle juste au passage que la Malaisie a pratiquement la même superficie que la Côte d'Ivoire. Elle a pratiquement les mêmes ressources que la Côte d'Ivoire, le café, le cacao, etc., et le tourisme. Ils ont industrialisé leur pays. Ils ont mis en place des grandes institutions fortes sur lesquelles va se greffer les PME pour se permettre de se développer. Il n'y a pas des mathématiques à faire. On n'a pas besoin de sortir de l'ENA ou des grandes écoles de Polytechnique ou de je ne sais où, ou de Harvard, etc. La clé du développement est là. Industrialisation. Les institutions fortes, des institutions financières fortes, pour permettre à toutes les petites et moyennes entreprises de venir se greffer à ces institutions et booster le développement par les industries. Donc l'Afrique, avec le Covid-19, a été vue comme un continent vulnérable qu'il faut aider. Et notamment, pourquoi pas, on va essayer d'inventer des vaccins. On va les essayer là-bas. Pourquoi on ne va pas les essayer là-bas, ces vaccins, hein? Comme ça, on verra. De toutes les façons, ils n'ont pas d'autres moyens, ils n'ont pas de choix. Si on n'essaie pas, ils mourront. Si on essaie, s'ils doivent mourir, ils mourront de toutes les façons. Donc on va voir si on peut, si ça peut marcher, etc. Si ça marche, bon, ben, au passage, on les sauvera. Mais on reviendra avec ce qui marche. On est sûr que ça marche sur les humains. On va pouvoir l'essayer sur les citoyens occidentaux. Voilà. En bref, en caricaturant ce que a été la vision qu'ils avaient. Donc, le docteur Jérôme Mouniangui, comme il a dit, qu'il est à la base de l'étude du protocole qui, justement, a permis
au président de la République de Madagascar de prendre une décision forte en bravant cette institution dite d'Organisation mondiale pour la santé, dont au jour d'aujourd'hui, par ses actions, on ne comprend pas de quel côté elle est réellement, cette organisation. Puisque l'OMS ne fait rien en Afrique pour lutter contre la vente des faux médicaments. L'OMS, d'ailleurs, n'en fait pas un gros problème. Il se limite quelquefois à des petits communiqués de dénonciation, que oui, il y a un danger, etc. Alors que le danger subsiste, parce que si on additionne les morts causées par la prise des faux médicaments en Afrique, plus les morts causées par le paludisme, le Covid-19, même à travers le monde, sur ce qu'il a fait aujourd'hui, n'en fait pas la moitié. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, quand je travaillais pour la mission de coopération au Sénégal, j'avais eu à prendre une position, puisque je m'occupais du programme de développement socio-sanitaire, dans lequel on avait mis en place un petit programme qu'on appelait la campagne de nivaquinisation, parce que le paludisme tue énormément de personnes, notamment chez les plus jeunes, chaque année. Donc nous avons mis ce programme de prévention qui consistait à distribuer de la chloroquine aux enfants pendant 3 mois, à partir donc de la première semaine qui précède celle de l'arrivée de la saison des pluies. Parce que on sait très bien que avec le système d'assainissement qui n'existe pas en général dans les pays d'Afrique, quand il pleut, il y a des eaux stagnantes partout, qui restent parfois pendant des semaines, voire des mois. Et donc c'est des nids où les moustiques, notamment l'anophèle, prolifèrent et pondent. Et que c'est le seul vecteur du microbe Plasmodium, qui, justement, est celui du paludisme. J'ai eu donc à prendre la position quand ils ont voulu demander à ce que qu'on mette en place un programme d'information, de vulgarisation sur l'information à donner par rapport au sida, etc., qu'il fallait être vigilant là-dessus, qu'il fallait faire une grande campagne, etc., sur le sida. Moi, j'avais dit que je ne participais pas. Je ne participais pas parce que je préfère me concentrer sur la campagne de nivaquinisation et de vulgarisation des informations pour la protection des populations par rapport au paludisme que de me lancer dans le sida qui, malgré tout, ne tue pas autant. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui le disent. Bien, donc l'OMS, quand le docteur Jérôme Mouyangi, médecin-chercheur, qui avait d'ailleurs travaillé, il le dit dans ses vidéos, vous pouvez aller sur YouTube, sur le net, et taper docteur Jérôme Mouyangi, médecin-chercheur, vous trouverez. Donc c'est Jérôme Mouyangi, M-U-N-Y-A-N-G-I, vous trouverez donc ces vidéos où il raconte ce qu'il a fait, son périple, son histoire, etc. Donc, sa publication a été déboutée par l'OMS, qui avait pour seul argument le fait que ces études sur la plante n'étaient pas standardisées, par rapport à une molécule, il y avait un problème de résistance.
Eh bien, c'était un actif qui était contenu dans cette plante-là. Puis, il y a eu l'intervention de l'Académie de médecine française qui, elle, a fait une publication, un communiqué pour dire que oui, les études qu'il a eu à mener n'étaient pas fiables scientifiquement, il n'avait aucune valeur scientifique puisqu'il avait mené ces études-là dans un petit village aux confins du pays, et donc ces études ne pouvaient pas avoir une valeur scientifique. Alors, on se demande si des études ont été menées dans un petit village, mais c'est sur des populations. Est-ce que les gens qui habitent dans un village au fin fond du pays ne sont pas des humains? Est-ce qu'ils ne sont pas des humains? Pourtant, il y a certaines études qui sont faites, que l'OMS valide, qui sont faites dans les fins fonds des villages d'ailleurs. Parce que Gates, quand il a fait ces fameux vaccins, etc., il les a fait aussi dans des contrées un peu reculées. Il ne les a pas fait dans les grandes villes, dans les capitales. Il les a fait aussi ailleurs, dans les villages. Quand des groupes de chercheurs vont faire des études sur des animaux, bah, ils le font aussi dans les forêts, dans les villages reculés. Voilà. Donc, c'était un des arguments donc, de l'Académie de médecine française pour débouter, encore une fois, l'étude du docteur Jérôme Mouniangui. Et leur deuxième argument, ils avaient fait un communiqué en demandant aux différents ministères de la santé des pays africains de ne pas mettre en application, les études du docteur Jérôme Mouniangui. Donc, en quelque sorte, on le barrait les chemins partout. Et ce sont des grandes institutions, compris des grandes institutions de médecine, de protection des populations, pour la santé des populations. Voilà, donc, ce que je voulais dire, c'est que je voulais dire au président de la République de Madagascar, bravo. Bravo pour avoir osé, avoir eu cette audace, cette souveraineté, cette indépendance que vous avez exprimée en prenant cette décision. Également, au président de la République du Congo-Kinshasa, qui aussi, de son côté, a eu le bon réflexe de dire, voilà, j'ai quelqu'un qui est en dehors du pays, qui a une participation dont on a vraiment, réellement besoin dans l'immédiat, et qu'il faut faire appel. Ces deux chefs d'État ont exprimé, à mon avis, et ce que je souhaite, c'est que ce soit dans la continuité, leur volonté à ne pas attendre que les conseils ou les décisions arrivent d'ailleurs. Ils ont exprimé ici leur volonté de souveraineté, leur volonté d'indépendance dans la prise des décisions. Et comme je disais au passage, un chef d'État, quand il fait face à une menace quelconque à l'encontre de ses populations, à l'encontre de ses concitoyens qui ont participé au scrutin, qui ont participé au vote, pour pouvoir le mettre à la tête de la gestion de l'État, qu'il n'est pas
une entreprise privée qui est constituée par un denier public, éventuellement, doit exprimer son indépendance à la prise de décision dans l'immédiat. Quand il fait face à ces menaces-là, qu'il puisse dans l'immédiat prendre la bonne décision. Qu'il puisse aller vers la recherche d'une solution alternative que plutôt d'attendre l'aval de ces institutions gouvernementaux, internationaux, pour que la réflexion d'abord soit faite, etc. Le docteur Didier Raoult, à l'Institut des maladies infectieuses et des maladies tropicaux à Marseille, dès le début de la pandémie en France, dès le début du Covid-19 en France, quand il a eu des cas dans son hôpital, dans son institut, puisqu'il est chercheur et également dans ces locaux, il y a également un hôpital. Il y a des laboratoires, un laboratoire de recherche et un hôpital. Donc, et dont il est le responsable. Il a pris la bonne décision. Il n'a pas passé son temps, puisque lui-même l'a dit, que le Covid-19 ne lui laissait pas la possibilité de réflexion, de réfléchir. Il a été critiqué par ses confrères chercheurs, que moi j'appelle les chercheurs des plateaux de télé. Il a pris la bonne décision, puisqu'il a dit, les Chinois ont parlé de la chloroquine, qu'ils ont essayé. Il dit, pourquoi pas? Moi, je les utilise. J'utilise la chloroquine pour certaines infections. Le Covid-19 provoque également des inflammations, donc des infections. Pourquoi pas ne pas l'utiliser? Il l'a testé, il l'a utilisé. Et il a trouvé que ça fonctionnait. Il a dit, voilà, c'est une solution alternative. En attendant que des essais cliniques, etc., qui prendraient beaucoup plus de temps, soient faits. Parce que je ne vais pas regarder les gens mourir, alors que j'ai une solution alternative pour éventuellement essayer de les sauver. C'est ce qu'a fait le président de la République de Madagascar, suivi par le président de la République du Congo, en faisant appel au docteur Jérôme Mouniangui, qui, par sa connaissance, est à la base de la vulgarisation à travers le monde de la plante Artemisia, même si elle était peut-être utilisée ancestralement par des personnes qui nous ont précédés dans ce monde. Voilà le lien que je voulais faire, tout en remerciant donc ces trois personnalités. Et je voudrais au passage dire à son Excellence le chef d'État de la République du Congo-Kinshasa que le retour du docteur Jérôme Mouniangui dans son propre pays vous donc lance un défi qui est celui de sa protection, de son soutien, car vous devriez lui mettre à l'abri de tout danger, lui permettre d'avoir les moyens de donner sa contribution pour cette lutte actuelle contre le coronavirus, le Covid-19, mais également pour la continuité de ces actions
qu'il a toujours mené pour vulgariser cette initiative d'en finir sur le continent avec le paludisme, également pour éradiquer le trafic des faux médicaments dans son pays et sur l'ensemble du continent africain. La tâche qui vous revient est extrêmement lourde et délicate. Si vous voulez compléter votre action, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est pas seulement de mettre des moyens de protection, de mettre des policiers, des militaires armés ou des gendarmes pour le protéger, mais c'est surtout vous-même lutter contre le trafic des faux médicaments pour en finir une bonne fois pour toutes et éradiquer cela sur le territoire du Congo. Et ce n'est que par cela que le docteur Jérôme Mouniangui pourra être libre et n'aura pas besoin d'une protection quelconque. Donc sa seule protection, c'est la bataille que vous allez pouvoir mener contre ces trafiquants des faux médicaments parce que ce sont eux ses premiers ennemis. Ceux qui de l'extérieur ou de l'intérieur font prospérer ce business, ce sont ceux-là qui sont ses ennemis et ce sont ceux-là à qui vous devriez faire face en tant que chef d'État qui a le sens de la bonne décision, que je salue et que j'espère tous les Africains, tous les patriotes, tous les panafricanistes saluent également. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, je ne saurais vous dire merci pour votre décision souveraine, indépendante. J'étais en Madagascar en 2018 et j'ai une très très proche, qui s'est battue pour vous soutenir parce que c'était la période de la campagne électorale et on en a parlé, on en a beaucoup parlé de son action qu'elle menait pour vous soutenir. Parce qu'elle sait combien vous pouvez apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de faire de la politique à Madagascar pour l'acheminer vers la voie du développement, pour que Madagascar puisse sortir de la pauvreté tant décriée par le monde extérieur. Elle est cette dame à Tamatave, elle fait un travail formidable auprès des plus pauvres, auprès des plus vulnérables, pour leur aider dans les démarches administratives quand ils ont des difficultés et pour le reste, et pour même se battre pour établir une justice équitable à travers toute la province de Toamasina. Je veux parler là de Madame Modestine. Comme son nom le dit, elle reste modeste. Et certes que vous ne l'avez pas connue, que vous n'avez pas eu l'occasion de la rencontrer, mais si toutefois vous allez un jour à Tamatave, je vous suggère de rencontrer cette dame qui apporte beaucoup à la province, qui apporte beaucoup à Madagascar, à son échelle. Voilà, bravo à vous, bravo au président de la République de Madagascar, au président de la République du Congo. Merci à Jérôme Mouniangui. Rentrez chez vous, profitez de votre famille, de vos proches,
Je prie pour que vous y trouvez votre place, que vous puissiez avoir un laboratoire digne de ce nom, des moyens dignes de ce nom, la sécurité qu'il le faut, en éradiquant tous ces trafiquants, afin que vous puissiez travailler en paix et contribuer à la santé de la population du Congo et de l'ensemble de l'Afrique. Merci frère, merci, bon retour chez vous et bonne continuation pour votre bataille, bonne continuation pour le travail que vous faites. Merci.